Bonjour et bienvenue à l'émission Pour votre information. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui à l'émission, on parle avec Mme Monique Sauvé qui vient nous parler des popotes roulantes. Une poète vient nous présenter son livre, Mme Nancy R. Lange. On parle d'éveil de la nature car le printemps est à nos portes. Mme Amélie Simoneau sera avec nous. À la chronique loisirs, Roger Ménard. Une attachée de presse qui vient nous expliquer en détail son métier, Dominique Lalande. En performance et en entrevue, Louis Solem. À notre chronique cinéma, Nicolas Vincent Poirier. Et on parle avec une fille qui nous inspire tant, qui a lancé son livre Roman enfance jeunesse, Lisanne Richard. Bonne émission. Je reçois une athlète qui m'inspire énormément et qui sûrement vous inspire également car elle a accompli de très, très grands exploits. Et là, elle vient tout juste de lancer un roman, Enfant jeunesse. Lisanne Richard. Salut, Lisanne. Allô, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bien, ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ouais, ça fait 2 fois qu'on se voit cette semaine. Ben je suis oui, gâtée. Écoute, j'ai assisté à ton lancement. Écoute, explique-nous, d'où vient l'idée de partir un roman jeunesse, en tout cas, que je trouve vraiment une idée formidable. Tu as toujours des projets, 1001 projets très inspirants. Explique-nous ton livre, d'où est venue l'idée? Bien, déjà, moi, ça, c'est le nouveau, c'est le roman Enfant jeunesse, La drôle de vie de Lise. Moi, j'avais la chance d'avoir une biographie autorisée qui n'était pas mon initiative. C'est une autrice, Myriam Jézéchiel, qui m'avait approchée afin d'écrire mon histoire, là. Puis au début, j'ai fait le saut. J'étais là, coudonc, je vais-tu mourir bientôt? Mais après, on a compris que c'était tendance. Là. Il y a de plus en plus de jeunes athlètes ou personnalités publiques qui ont des biographies. Ça touche davantage le public quand la personne est encore active et vivante aussi. Donc, c'était un super beau projet. Puis avec toutes mes années en cirque et en plongeon de haut vol, le circuit de compétition, c'était vraiment le fun de mettre ça par écrit puis de montrer la trajectoire que j'ai tracée parce que j'étais pionnière de ce sport-là au pays. Ouais. Par contre, j'avais envie d'avoir quelque chose qui me ressemblait encore plus puis qui allait vraiment répondre à un besoin que je ressentais de la part du public puisque je fais beaucoup de conférences corporatives, mais aussi beaucoup de conférences en milieu scolaire. Il y a plein de jeunes qui achetaient ma biographie, donc je me suis dit, crime, j'ai envie de leur offrir quelque chose encore plus à leur image et à mon image dans le sens de c'est beaucoup plus coloré, c'est ludique. Et attends, je veux juste qu'on fasse une parenthèse, Lisanne, rappelons-le, parce que les exploits que tu as faits, c'est pas rien quand même, là. Moi, j'ai assisté à je pense que c'est le dernier que tu as fait lorsque tu as sauté d'un hélicoptère. Donc, explique aux gens, qu'est-ce que tu as fait exactement? Parfait. Bien, moi, en fait, je suis à la base artiste de cirque. J'ai une formation en art du cirque à l'École nationale de cirque de Montréal. J'ai travaillé en cirque pour plusieurs compagnies, entreprises, mais pendant une dizaine d'années au Cirque du Soleil, j'étais personnage principal et tout. Une belle carrière en cirque. Et puis après, à 35 ans, avec déjà 3 enfants, j'avais envie de nouveaux défis. Puis là, je me suis investie dans le plongeon de haut vol. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on voit, entre autres, à TVA Sport, où je fais l'analyse en ce moment, mais j'ai fait les compétitions durant plusieurs années. Red Bull Cliff Diving propulse ce sport-là. On plonge de des hauteurs allant de 20 à 27 mètres pour les hommes, 27 mètres, les femmes, une vingtaine de mètres. Et puis, voilà, en plongeon olympique, la plus haute plateforme est à 10 mètres. Donc, c'est vraiment un sport extrême. Moi, j'ai remporté bon nombre de compétitions sur le circuit Red Bull, World Aquatics également. Puis après ces années de compétition-là, je me suis lancée dans des défis encore plus extrêmes, comme de plonger à partir d'une montgolfière, d'un hélicoptère, dans un lac glacé. Ça, j'ai fait ça au cours des dernières années, là. Puis j'ai eu la chance d'avoir une présence médiatique aussi, entre autres avec Big Brother Célébrité, qui est un point commun qu'on a, toi et moi, de vivre des téléréalités. Show de télé-réalité d'expulsion. Un petit peu foufou, oui, c'est ça. Puis là, tu as décidé de le mettre plus en version langage d'enfant. Puis je trouve que c'est tellement une bonne idée, Lisanne, parce que des exploits comme ça, tu es inspirante pour les jeunes. Puis je pense que c'est un peu ça le message que tu voulais passer. Oui, bien, tu sais, puis c'est romancé, mais c'est enfant, mais ça touche les jeunes adultes et les adultes tout court. C'est une lecture qui est quand même, tu sais, un roman, ça se lit vraiment très bien. C'est juste qu'il y a beaucoup d'humour, puis il y a de la maladresse. C'est mes entrées, mes années d'entrée au secondaire. Moi, j'avais quitté ma région natale, qui était le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour aller étudier à Québec. Donc, c'était vraiment une grande période de transition.
Alors là-dedans, on rencontre Lisanne dans cette phase-là de sa vie. Puis j'étais douée, persévérante, mais très maladroite également, comme aujourd'hui. Donc, on voit ça, puis ça présente un peu l'envers du décor. Là. Lorsqu'on voit quelqu'un accomplir des grandes choses, on a l'impression que c'est pas du monde normal, mais on est tous du monde normal, là. Donc, les défis, aller face à l'adversité, la compétition, les blessures. J'ai tout traversé ça là, dans mon début de secondaire. Alors, le lecteur peut vraiment s'identifier parce que chaque personne a son parcours, mais chaque personne a ses enjeux. Puis, il y a toujours une section à la fin de chaque chapitre que c'est le conseil de Lisanne. Donc là, c'est le regard adulte. Mais c'est vraiment pas moralisateur, là. C'est vraiment juste des petits conseils, des petits clins d'œil qui peuvent aider à voir autrement une situation. Donc, le lecteur a vraiment une réflexion au fur et à mesure de sa lecture. Puis les commentaires sont super bons jusqu'à présent. Là, tout le monde apprécie. Alors, je suis vraiment contente d'un beau cadeau de la vie que Édito m'a donné en embarquant dans mon idée puis en me donnant toute l'équipe et le support nécessaire. Et tu as réalisé un beau rêve aussi parce que tu disais, lorsque ta biographie est sortie, je pense que c'était durant les années de la pandémie, donc tu n'as pas eu la chance de faire de lancement. Mais là, avec celui-là, tu t'es payé un lancement, puis il y en a un autre qui s'en vient. Exact. On a eu la chance de faire un lancement à Montréal où on s'est vu cette semaine chez Gallimard, la librairie Gallimard. Tout ça, là, Édito, Flammarion qui avait publié ma biographie, ça fait partie du groupe Gallimard. Puis là, en fin de semaine, moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc on va faire un lancement à la librairie Moderne. Puis, je vais faire les salons du livre aussi. Je m'en vais bientôt à Québec. Puis, on va suivre la tournée des salons du livre. Donc, mon souhait, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public, là, parce que c'est vrai que pendant la pandémie, j'ai passé à côté de cette belle chose positive-là de sortir un livre. Bon, bien, Lisanne, t'inspires tellement les gens, puis continue, lâche pas, on va te suivre, dans les différents salons du livre. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à toi. Continue, t'es super bonne. Merci. À la prochaine. Ma prochaine invitée, elle est directrice générale de l'Association des popotes roulantes de Laval, Mme Monique Sauvé. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais ça me fait grand plaisir de vous recevoir parce qu'au mois de mars, c'est le mois de la nutrition, justement. Et parlons-en parce que la popote roulante fait vraiment une grande, grande différence dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez, nous, à l'Association des popotes roulantes de Laval, d'abord, on est la seule association qui représente toutes les popotes roulantes de sa région. Alors, on est unique déjà. À Laval. Parce que, disons-le, il y en a 6. Il y en a 6. Popotes, alors, ouais. et donc, ça couvre l'entièreté de Laval. Ils font un travail, moi, j'appelle ça leur miracle quotidien. Des petites fourmis qui travaillent des petites fourmis, des bénévoles. Ils sont plus de 350 bénévoles. L'année passée, 378 bénévoles. Hey, c'est quelque chose. Dans la cuisine, dans la voiture, et 150 000 repas chauds cuisinés sur place à un coût abordable dans l'année, livrés à des aînés, des personnes en perte de mobilité, puis des proches aidants. C'est extraordinaire. Justement, la popote, c'est vraiment pour aider les gens défavorisés, aider les gens qui ont vraiment des besoins particuliers à aller livrer des repas? C'est du soutien à domicile. Okay. Alors, donc, c'est en priorité les aînés et aussi les personnes en perte de mobilité. Quelqu'un qui a un handicap, qui a eu une opération, qui est en convalescence et des proches aidants pour leur donner un peu de répit. Alors, donc, c'est vraiment les gens qui veulent, indépendamment de leurs revenus, recevoir du soutien à domicile, qui ont besoin d'avoir ce bon repas. C'est une question de sécurité alimentaire, de soutien à domicile, là, tellement essentiel. Savez-vous quoi? Des fois, c'est la seule visite qu'ils reçoivent dans leur journée. Oui, bien, c'est ça, c'est dans cette voie-là que je voulais m'en aller, parce que justement, les gens, oui, qui sont plus âgés, des fois, qui ne prendront peut-être pas soin de eux, oui. Même si c'est au détriment du repas, ils sont plus isolés. Oui, et là, le fait d'avoir un bénévole qui vient leur porter leur repas et jaser 5-10 minutes, des fois même 15 minutes peut-être, peut faire toute la différence dans le moral d'une personne âgée. Ah, tellement, vous avez tellement raison. Ces gens-là sont souvent, on parle beaucoup des proches aidants qui sont extraordinaires, mais c'est pas la majorité des aînés puis des personnes à perte de mobilité qui ont autour d'eux la famille ou un proche aidant. Alors, ils attendent. Si vous saviez à quel point, là, ils attendent le repas à l'heure précise et puis de pouvoir dire le nom de la personne, parce que c'est souvent le même bénévole qui fait la même route. Ouais. Alors, un nom, un visage, un contact humain. Tellement important. Tellement important. Donc, vous faites du grand bien dans votre environnement. Et là, parlons-en un peu des bénévoles. C'est quand même, vous avez mentionné 375. 18, oui, c'est ça l'an passé, oui. Et vous êtes toujours quand même en recrutement des bénévoles. Ah, vraiment. Puis ceux qui en font, là, ils disent à quel point ça change leur vie
ils s'attachent. Puis là, je ne veux pas être émotive, mais j'ai des témoignages de bénévoles qui disent « ça a changé ma vie » de pouvoir redonner, puis de pouvoir voir à quel point on fait la différence. Mais on en a tellement, ils en ont tellement besoin, les 6 popotes roulantes, parce que c'est de plus en plus difficile à trouver des bénévoles. Trouver des bénévoles pour le cuisiner, mais pour le livrer aussi également. Absolument. Même faire des appels de sécurité et faire du transport médical, parce qu'ils font ça aussi, là, de reconduire des gens pour le rendez-vous, d'attendre dans l'auto et d'être là pour eux. Et là, les gens qui auraient besoin de vos services, j'imagine, est-ce qu'il y a des critères de sélection ou n'importe qui, une personne âgée qui pourrait avoir besoin, là, vous l'acceptez? En fait, c'est durant la semaine, une question. Alors, donc, on est quand même assez... et on vérifie un petit peu leur volonté de s'impliquer. Mais ils appellent à l'Association des popotes roulantes et puis on regarde ça pour eux. Et pour la popote qu'ils peuvent aider aussi. Oui, c'est ça. Vous faites du bien. Autant la personne qui fait du bénévolat fait du bien à quelqu'un, autant la personne qui reçoit son repas. Donc, c'est un échange de bonheur. C'est un échange de bonheur. C'est bien dit. J'aimerais ça qu'on parle de vous, Mme Sauvé, parce que quand même, vous avez un gros parcours quand même. Oui. Vous avez déjà été députée provinciale d'Enfants durant 7 ans. Et entrepreneur durant 9 ans au Réseau des femmes d'affaires du Québec. Qu'est-ce qui vous a amené justement à votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à l'Association des popotes roulantes? Écoutez, quand j'étais plus jeune, c'était les jeunes que j'avais tatoués sur le cœur, parce que j'avais fondé le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis après la COVID et après avoir vu ce que les aînés ont vécu, l'horreur, je me suis dit, OK, peut-être pour la fin de ma carrière, je veux redonner aux aînés. Je veux le faire à Laval. Oui, à Laval. À Laval, oui, je suis à Laval. Oui. Puis aussi parce que je réside je suis lavalloise depuis tellement d'années. Alors, je voulais revenir au communautaire pour les aînés à Laval. Et il y a eu un cadeau de la vie qui s'appelle l'Association des popotes roulantes de Laval. C'est dans mon cœur. Parce que là, vous avez parlé justement des jeunes avant. Est-ce que le fait d'avoir été député durant 7 ans vous a donné une perspective vraiment du terrain différente? Absolument. Et dans les dernières années, j'avais le dossier des aînés. Donc, les aînés proches aidants, c'était mon dossier durant la COVID. Alors, donc, c'est sûr que de voir ce qu'ils vivaient, de rencontrer les aînés, les communautés d'aînés, écoutez, là, ils sont plus énergiques que moi bien des jours. Oui, des fois, c'est impressionnant, des fois. C'est impressionnant. Mais, vous savez, il y a moi, je suis une fan de Harmonium, Serge Fiori. Puis dans sa chanson, un musicien parmi tant d'autres, il y a cette fameuse phrase qui dit « On a mis des gens au monde, on devrait peut-être les écouter. Et parfois, on prend pour acquis que les aînés veulent quelque chose alors qu'on ne se donne pas la peine de les écouter. Tout à fait. Alors, il faut entendre leurs besoins, il faut entendre, parce que sinon, on peut se tromper. Écoutons nos aînés. Oui, puis ils ont beaucoup d'expérience. Oui, ils ont l'expérience de vie. Donc, c'est une grande richesse qu'on a. Absolument, absolument. Alors, les gens qui ont besoin de soutien alimentaire ou les gens qui voudraient faire du bien. Donc, dans un ou dans l'autre, on peut vous téléphoner. On prend tout ça. Mais, Madame Sauvé, un grand merci. Donc, on rappelle aux gens là, que vous êtes directrice de l'Association des popotes roulantes de Laval, qu'il y en a 6 à Laval. Oui. Continuez votre mission de vie. C'est eux qui sont extraordinaires. Mes popotes, c'est elles qui sont extraordinaires. Vous l'êtes aussi. Un grand merci. Merci à vous. Bonne journée. Je viens du territoire de la transformation, où tous les espoirs sont possibles. Femme du Nord, je viens du monde des 4 saisons, de l'absolution de la neige, du lac Miroir en juillet, du délire d'octobre, du printemps jubilatoire. Je suis belliqueuse, je suis guerrière, je suis généreuse, je suis Freya. J'ai laissé pour toi à la porte mon manteau de plumes. Elle vient nous présenter son livre qui est sorti à la fin février aux éditions de La Pleine Lune, Le manteau de Freya. Elle est écrivaine et poète. Madame Nancy Erlange, bonjour. Bonjour. Alors, comme je disais, vous venez nous présenter votre livre, un livre de poésie, c'est bien ça? Oui, c'est un livre de poésie qui vient de paraître aux éditions de La Pleine Lune. Et c'est un livre que j'écris en Islande dans le cadre d'un projet qui s'appelle Femmes du Nord.
Et parce que vous êtes directrice d'un regroupement qui est bien particulier, qui englobe vraiment plusieurs auteurs et autrices. Oui, j'ai fondé ce regroupement-là qui a 10 ans cette année, qui s'appelle Rappel, Parole, Création, qui est basé à Laval. Et c'est un regroupement, on organise des événements, on organise plein de choses. Et entre autres, on a organisé pendant 2 ans des échanges de résidence avec l'Islande et la Suède. Il y a des autrices qui sont venues de ces pays-là ici pour faire des résidences. Et il y a des autrices d'ici qui sont allées pour le projet Femmes du Nord, qui est une exploration de c'est quoi être du Nord vu du point de vue des femmes. Et dans le cadre de cette résidence-là, j'ai écrit mon livre qui s'appelle « Le manteau de Freya ». Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement des femmes du Nord? Est-ce que vous avez découvert quelque chose de particulier? Oui, quand je suis allée là-bas, j'ai découvert les grandes figures mythologiques nordiques que je trouve très inspirantes. C'est des modèles de femmes avant la chrétienté et ce sont des femmes très fortes. Freya, c'est la protectrice, c'est les déesses vikings. Hein? Alors, c'est la protectrice des femmes et des enfants, mais elle a aussi un manteau de plumes. Et quand elle prête aux gens, c'est des plumes de faucon. Et puis, quand elle prête aux autres son manteau, ça leur permet de se transformer et de voler d'un monde à l'autre. Wow. Et oui. Et puis, alors, je trouve que c'est un exemple de générosité et d'aider les autres à accomplir leurs rêves. J'ai trouvé ça très, très inspirant comme modèle de femme. Et je me suis dit, c'est ça aussi l'écriture. Oui. Alors, à travers ce livre-là, j'ai voulu rendre hommage à la force des femmes des territoires du Nord. Et pourquoi avoir choisi la poésie pour le représenter? Mais moi, ça fait 30 ans que j'écris de la poésie, que j'ai fait plus que ça, j'en ai toujours écrit, mais ça fait 30 ans que je publie et que je suis publiée et que je fais de la poésie. Je fais à l'occasion autre chose aussi. Je trouve que la poésie... pourquoi choisir la poésie? Ah là là, c'est toute une question. Parce que c'est quelque chose qui rend... ça capture l'émotion. Et c'est comme des instantanés d'émotions. Et l'Islande, c'est un lieu avec lequel on a beaucoup de choses en commun. Hein? Oui, souvent on entend ça. Aujourd'hui, on a une tempête de neige. Et puis, dans le Québec, on peut avoir un peu n'importe quoi, là. Oui, mais enfin, il y a... quand je me suis envenue ici en voiture, il y a la grandeur de l'espace, le territoire qui est très vaste. On a un rapport à l'espace. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas aussi? Oui, énormément. oui. Mais par contre, l'Islande, c'est un territoire qui est peut-être plus proche du Grand Nord, mais aussi du fleuve, hein, les fjords. Nous, on était au bord d'un fjord pour la résidence. C'est ça. Je trouvais que ça me rappelait beaucoup le Saint-Laurent. Mais aussi dans les Laurentides, quand il se met à venter là, et à poudrer comme aujourd'hui. Moi, je suis allée là au solstice d'été, alors j'ai pas vu ça au temps des poudreries. Mais alors, voilà. C'est un beau projet vraiment que vous avez créé. Et moi, je suis curieuse de voir, vous me dites que ça fait 30 ans que vous écrivez, spécialement de la poésie. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a vraiment été marquant dans ces 30 dernières années-là? Dans votre carrière d'écriture? Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez écrit qui était vraiment, qui est mémorable pour vous? Mais je pense qu'un écrivain est toujours amoureux de on est toujours amoureux de notre dernier livre parce que c'est celui qui nous habite et encore plus du prochain. Mais on est toujours très habité par notre dernier livre, je crois. Je suis beaucoup dans ce livre-là que j'ai commencé à présenter. J'ai fait 5 présentations publiques dans la dernière semaine à Québec, à Vaudreuil, dans les Laurentides, à Val-David, à Montréal. Et là, je suis dans une période où je fais les lectures de mon livre. Alors, on fait des spectacles, on fait des lectures. Alors, c'est une façon différente. Quand on dit la poésie, c'est comme un chant, hein? Oui, alors, tout à fait. et puis, on vit ce qu'on a écrit.
Alors, c'est particulier. Je ne pense pas que les gens qui écrivent des romans vivent ça beaucoup, tandis que la poésie, c'est aussi fait, c'est sonore, c'est fait pour être dit. Et puis, mais c'est ça, c'est un livre que j'écris sans discontinuer. Et puis, à travers ça, il y a des hommages à ma grand-mère, il y a aux femmes du Nord en général, à l'enfance. Mais c'est beaucoup c'est un livre, beaucoup d'hommages aux femmes. Bien, vous nous inspirez beaucoup justement à le lire et à devenir un peu plus inspiré par les femmes du Nord, justement. Madame Lange, un gros merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Ma prochaine invitée, elle est biologiste et animatrice en éducation relative à l'environnement chez Canopé, Madame Amélie Simoneau. Bonjour. Bonjour. Alors, on est en mars. Le printemps tarde à arriver. On l'attend impatiemment. Mais quand on dit printemps, on dit aussi éveil de la nature, là. Oui, exactement. Donc, progressivement, avec la neige qui va fondre, on va avoir comme quelques petites fleurs qui vont commencer à apparaître en dessous des feuilles. Il y en a déjà, en fait, qui vont probablement arriver là, tout prochainement, dont le chou puant. Le chou puant, c'est-à-dire? Donc, c'est une plante vraiment particulière là, qui a une odeur vraiment donc, caractéristique. Ça apparaît quelques semaines seulement au début du printemps. Mais on en a plein d'autres aussi, dont la trille, que les gens vont connaître un peu plus, qui s'en vient. Et pardonnez-moi de vous poser la question, lorsqu'on parle de printemps, on a tout le temps notre date de printemps, mais si la neige est encore là et l'hiver tarde à partir, est-ce que ça a un impact où la nature se déploie malgré tout, mais ça impacte quelque chose inévitablement, là? Absolument. Les plantes vont en général suivre là, donc la température, comme ils vont se fier, oui, à l'allongement des journées, mais aussi la température qui va être là. Ceux qui ont encore de la neige par-dessus leur tête, ils ne pourront pas sortir. C'est ça. Donc, ça va être inévitablement retardé. Exactement. Tout ce qui est insectes aussi ne pourront pas sortir tant que la température ne sera pas assez chaude là, pour leur permettre de sortir là, de leur petite cachette et tout ça. Et là, vous parliez aussi de pollinisation, vous parliez d'éveil de la nature. Exactement. Plus que les bourgeons, parce que souvent, nous, on parle printemps, là, moi, j'ai bourgeons en tête, mais Exactement. c'est beaucoup plus que ça, là. Bien, d'ailleurs, juste les bourgeons, hein, on a tendance à dire c'est au printemps qu'ils vont sortir, mais c'est à l'automne. Les arbres vont avoir fait toute leur énergie, toutes leurs réserves durant l'été et à l'automne vont préparer leurs petits bourgeons. C'est juste que là, au printemps, c'est là qu'on commence à... exactement, ils vont commencer à boursoufler. C'est là qu'on les remarque le plus. OK. Mais la conception est vraiment à l'automne. À l'automne. Quand ils ont toutes fait leurs réserves, c'est le bon moment là, pour sortir. Puis oui, donc les insectes pollinisateurs, on pense souvent à l'abeille, mais on en a une panoplie d'autres espèces. Parce que sur les guêpes, les thons vont aussi servir à la pollinisation, mais les papillons, particulièrement les papillons de nuit. Faisons une parenthèse justement sur les abeilles. Oui. Parce que il me semble qu'on en avait entendu parler là, dans les dernières années, comme quoi on avait une préoccupation sur la disparition des abeilles. Oui. Je ne comprenais pas trop nécessairement qu'est-ce que ça voulait dire. Comment on peut expliquer aux gens, là, ça veut dire quoi exactement, ça? Bien, déjà, à partir de abeilles pollinisateurs, on parle de 80 des plantes à fleurs qui nécessitent une pollinisation par l'abeille. Par un insecte par un animal. Là. Donc, c'est quand même important. C'est 35 de notre alimentation à travers le monde. OK. Fait qu'ils sont vraiment importants. Et quand on arrive par la suite à avoir les abeilles, on a les apiculteurs, donc c'est les gens qui s'occupent des abeilles, il y a des ruches. Et eux, ils sont des insectes. Quand on va mettre des pesticides, des insecticides sur nos champs, sur notre culture, bien, ça va affecter ces espèces-là, ces animaux-là. Et de là, la préoccupation, étant donné qu'il y a trop de pesticides, la préoccupation de la disparition, là. Exactement. Donc, c'est un cause à effet, là. C'est quelque chose qui les influence, là, particulièrement en plus d'autres maladies là, qui se transmettent là, de ruche à ruche. Puis aussi la disparition de milieux adaptés aux insectes pollinisateurs. On a donc l'abeille de l'apiculteur qu'on connaît, qui est l'abeille européenne, mais on a une panoplie, là, je pense que c'est plus de 300 espèces d'abeilles et de pollinisateurs au Québec, là, d'espèces différentes, qui, eux, viennent naturellement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui en prend soin, ils viennent naturellement, mais ils ont besoin de nous, en fait, ils ont besoin d'endroits pour pouvoir polliniser, surtout au début de printemps. C'est pour ça que les gens
dans le fond, les gens vont avoir tendance à vraiment garder un beau gazon, tout propre. Là, les fleurs, quand on a terminé, on les coupe, on les laisse pas pour que ça reste le plus beau possible, mais ça enlève des milieux, puis ça enlève des maisons pour ces animaux-là. Donc, lorsqu'on parle des fleurs, on parle souvent des pissenlits qu'on les coupe parce qu'on veut avoir justement, comme vous dites, un beau gazon. Exactement. Mais il y a une importance de les garder là. Exactement. En fait, le pissenlit, c'est une des premières fleurs qui va sortir en ville. Donc, c'est avant que les gens commencent à planter leurs propres fleurs, tout ça, le pissenlit va être là. Là, pas besoin de le garder là, quand il est tout en petite touffe, là, puis qu'il fait en graines, parce que ça, il n'y a pas de pollinisation. C'est vraiment le pissenlit jaune qu'on veut garder. Exactement. Là, le but, c'est de le laisser un petit peu plus longtemps. Sinon, ça peut être aussi une bonne idée de planter quelques vivaces qui sont connus pour pousser tôt en saison, là. Comme le crocus en est un. Puis sinon, n'importe quelles espèces là, qui peuvent être mellifères, là, qui sont en début de saison, mais c'est aussi important d'en avoir jusqu'à la fin de l'été et à l'automne pour qu'ils puissent vraiment aller avoir... Ils ne peuvent pas se faire... Ils peuvent pas se faire de réserve, ces petites abeilles-là, parce que c'est pas... les abeilles indigènes sont la plupart solitaires. Donc, ils n'ont pas la ruche pour se faire des réserves comme l'abeille européenne. Il faut vraiment être conscient lorsqu'on fait du jardinage, justement, et de l'entretien de nos terrains. Exactement. D'avoir une préoccupation et d'être conscient de ce qu'on va faire, parce que notre geste posé, si plusieurs personnes le posent, bien, peut avoir un impact négatif. Oui, bien, exactement. Puis ces animaux-là vont avoir besoin aussi d'un petit peu de feuilles mortes pour se cacher durant l'hiver. Il y en a beaucoup aussi qui vont passer l'hiver dans les tiges des plantes qui sont mortes. Donc, c'est ce qui leur permet de passer l'hiver. Quand ils ne trouvent pas ça, du moins en ville, bien, ils vont devoir aller ailleurs et c'est comme ça qu'on les perd. Je veux dire, c'est un petit animal, là, ça ne va pas faire 10 km là, pour trouver son endroit où se cacher. Vous êtes biologiste chez Canopée et aussi animatrice, mais il y a plusieurs programmes d'activités ou d'animation que vous faites. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, bien là, dans le fond, on s'en va. Donc, on va sortir le 8 avril notre programmation pour le printemps. On va avoir quelques corvées de nettoyage, aussi des sorties pour aller voir les fleurs printanières. Ça va être important, par exemple, de mettre ses bottes de pluie, là, parce que, bon, printemps dit fonte des neiges, dit accumulation là, de boue. Fait que ça va être aller voir sur notre site Internet, réseaucanopée.org, pour tout trouver. Il faut donner des bons conseils et être sûr qu'on fait les bons gestes. Exactement. Au bon moment parce que le printemps arrive. Madame Simoneau, un gros merci d'avoir été nous voir. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous êtes toujours en quête d'activité et de sortie, bien, on a la solution pour vous à notre chronique loisirs. Roger Ménard. Salut, Roger. Allô, allô. Alors, le printemps est à nos portes. Hein? On l'attend impatiemment. Et là, bien, qui dit printemps dit cabane à sucre. C'est encore le temps. C'est encore le temps, puis il faut en profiter. Ils sont maintenant ouverts. Les dernières fois, on disait que ce n'était pas encore ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Puis on peut aller sur le site Cabane des Laurentides, Cabane à sucre des Laurentides. Comme ça, on a la liste des cabanes qui sont justement ouvertes. Puis, tous les endroits sont nommés en même temps, les noms des cabanes, etc. Donc, il pourrait rester encore un mois à peu près, tout dépendant de la température. Ça évolue vraiment selon la météo. Absolument, absolument. Puis, moi, j'en profite pour dire à tout le monde, allez-y, profitez-en avant que ça tire à sa fin. Ah, toi, ton jeu de mots est tout le temps fabuleux. Bon appétit. Bon appétit. Festival du bonheur, la 7e édition. Oui, le Festival du bonheur est de retour cette année, le 29, jusqu'au 29 mars. Il fonctionne présentement. C'est dans le cadre de la semaine contre le racisme. Il y a plusieurs activités gratuites, des spectacles, kiosques et des projections. Ce sont des rencontres culturelles, art. C'est des rencontres interculturelles, intergénérationnelles. Et c'est la bonne façon de vivre sous le signe de la joie et du bonheur. Et du bonheur. Et de bonheur le matin, des fois. Et pour le Montréal, le bonheur, la ville du bonheur. Il y a toujours au parc de la Belle-Rivière, du parc de la Rivière des Mille-Îles aussi. Oui, il est situé au 345 Sainte-Rose. C'est vraiment entre Sainte-Rose, Laval et Rosemère. Et on sait que là-bas, on peut découvrir le système faunique de la Rivière des Mille-Îles. C'est une aire protégée sur la Rivière des Mille-Îles qui a été reconnue par le gouvernement du Québec en 1998. C'est un refuge composé de 10 îles sur les 1000. Et c'est un endroit à voir, c'est fabuleux.
Et visiter Laval aussi en 2026, quand même, il y a plusieurs choses à découvrir à Laval. Oui, oui, et puis c'est le choix. C'est une destination qui change, qui est la même chaque année, mais dépendant des temps de l'année, il y a différents endroits qu'on peut aller voir. Je ne les nommerai pas tous parce qu'on peut penser le secteur du Centropolis, on peut parler du centre de nature. Il y a plein de parcs dans Laval, il y a des endroits qu'on oublie souvent, comme à Duvernay, au nord de Saint-Martin. Il y a vraiment, et même à Vimont, il y a des endroits où on peut marcher et c'est vraiment beau. Et chaque saison apporte des couleurs, surtout en automne, de la saison. Il y a aussi du 27 au 29 mars prochain le Salon de la femme, national de la femme au Palais des Congrès. Ben oui, au Palais des Congrès. Un salon que j'aime beaucoup. Ah ben oui, puis il faut y aller. Puis je vais parler beaucoup au féminin parce que on dit, vous êtes invités. On parle de femmes principalement, OK? Ouais. Journée pour avec vos meilleurs amis, faire du magasinage, déguster du vin, des gourmandises, puis vous faire dorloter en même temps. Puis on vous dit de profiter de l'ambiance du salon pour assister aussi à des spectacles, à des défilés de mode. C'est un endroit qui est rempli de surprises amusantes. Mais monsieur peut accompagner madame quand même. Oui, absolument. Oui, mais c'est vraiment particulièrement, des fois, les filles aiment ça sortir en gang. On laisse les chums à la maison. On laisse les chums à la maison. Oubliez-le pour une journée, là, puis vous allez vous sentir entre filles. Vous pouvez parler de votre chum, vous parlez de n'importe quoi. Vous pouvez parler des cabanes à sucre, vous pouvez parler de visiter Laval. Des activités à faire. Ça vous appartient. Il y a aussi s'aligner sur la lumière au centre de la nature. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une couple de semaines, on a changé l'heure. Oui, c'est le soleil qui s'ajuste aux activités humaines. Puis, finalement, les journées allongent. Oui, absolument, les journées allongent. On a plus de temps le soir. Le soleil disparaît plus tard. Puis aussi, on peut profiter de la clarté aussi pour aller au centre de la nature, observer la faune. Tout renaît dans les semaines qui viennent. Oui, on en parlait justement quand le printemps arrive. C'est la nature qui renaît. C'est la nature qui renaît. Puis... il faut être là. Des belles activités aussi à la Maison des Arts de Laval. Oui, à la Maison des Arts de Laval, entre autres, il y a la musique classique, le jazz. Surtout pour les gens qui aiment le jazz. Ah, j'adore le jazz. Okay? Ben, c'est ça. T'aimes-tu le jazz, Roger? C'est pas ma préférée, mais comme à la Maison du Jazz, c'est l'endroit que tu peux faire une belle soirée. Mais celui-là, c'est plus à la Maison des Arts. La personne s'appelle Lorraine Desmarais. Elle fait du jazz en piano solo. Et elle a tout un éventail de compositions et ses propres compositions à elle aussi. Et moi, je compte aller le voir parce que c'est quelque chose de spécial à Place des Arts et une personne qui fait ça piano solo. Wow. Et toi, t'aimes mieux danser, hein? Oui, dans ces conditions-là, c'est mieux. Oui. Non, mais il y a des activités aussi pour danser parce que toi, t'es plus un fervent de danse. Oui, bien, ça dépend. Hein? Moi, je suis plus un gars social, donc j'aime la danse sociale. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est un endroit à voir. Il y a aussi la pièce Bénévolat, le 14 avril, à la Maison des Arts, qu'on vient de parler justement. Oui, c'est une pièce qui met en vedette principalement deux personnes. Une qui s'appelle Amaryllis. Et Anthony. Anthony, c'est un jeune qui est en prison pour meurtre. Et elle, qui est étudiante à l'université en sciences, décide d'aller le visiter en prison pour lui donner des cours de français. Moi, je vais t'arrêter là, Roger, parce qu'on va inviter les gens à y aller. Raconte-moi pas toute l'histoire. Allez voir ça, ça vaut la peine. Regardez sur la rubrique de la Place des Arts. Maison des Arts. Maison des Arts, pas à partir du 14 avril. C'est à voir. Toujours un plaisir, Roger. J'espère qu'on vous a booké le calendrier du restant du mois de mars. Un gros merci d'être là. Merci. On découvre le métier d'attaché de presse avec Dominique Lalande. Bonjour, Dominique. Bonjour, merci pour la belle invitation. Je suis très heureuse de célébrer mes 20 ans avec vous. Ben oui, c'est ça. Pas mes 20 ans, moi. La 20 ans de ton entreprise de Dola Communication, oui, tout à fait. Donc, toi, tu es attaché de presse, justement. Tu as parti de ton entreprise il y a déjà 20 ans de ça. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit résumé, portrait de ton parcours que selon moi, je trouve qu'il est vraiment fort intéressant. Puis il y a comme une suite logique qui fait que ça t'a amené là. Écoute, j'aime ça, l'histoire de ma vie, des fois, de voir ça de l'extérieur. Puis cette entrevue-là permet ça, comme
le monde, on a notre histoire de vie qui nous a amenés à un certain endroit au niveau professionnel. Tout à fait. L'attaché de presse, c'est tout simplement être la personne ressource, l'agente qui va permettre aux journalistes, aux animateurs, d'avoir assez d'informations pour pouvoir dire « Ah, j'aimerais recevoir telle personne en entrevue ou parler d'un sujet. » Donc, ce qui m'a amené là, c'était pas supposé d'être ça. C'était pas planifié comme ça. C'était pas supposé de fonctionner comme ça, mais moi, je suis très carpe diem. Ce qui se passe, ce qui arrive, je suis la génération X, hein, donc comme on dit, on go with regarde the flow. comment ça va, on se laisse aller, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que vu que j'étais dans une famille de musiciens, pas professionnels, mais qui en faisaient beaucoup, mon père adore l'opéra, ma maman jouait du piano, il y avait toujours de la musique dans la maison, constamment. J'ai appris le piano quand j'étais petite. À l'adolescence, au secondaire, j'ai pris la guitare classique. Et là, ma sœur jouait du piano, mon frère de la trompette. Il y avait du bruit dans la maison. Mais là, au secondaire, j'ai pris le cours là, de classe, de groupe, de guitare classique. J'ai eu la piqûre et mon père m'a inscrite au conservatoire de musique. OK. Je savais pas trop c'était quoi, le conservatoire de musique. Je dis, OK, on va aller faire notre audition. J'avais 16 ans. Et là, j'ai été retenue en audition et j'ai passé 8 ans là-bas. Quand même, hein? J'ai fait jusqu'à ma maîtrise là-bas en musique pour devenir une concertiste. Pas un prof de musique, mais bien une concertiste. Et là, il a pu commencer à faire en sorte qu'aujourd'hui, je fasse un métier de communication. C'est que, OK, on est entraîné, on est pour faire des concerts, on est doué, mais on n'est pas nécessairement entraîné ou spécialisé à faire en sorte qu'en tant que musicien ou musicienne soliste, on puisse aller faire des spectacles un peu partout. Oui, parce que c'est vraiment Soit on a un gérant. c'est deux mondes, là, de donner la performance, mais de faire toute la gestion d'organisation, de planification, de concerts ou peu importe, là, pour aller déployer ce beau talent-là. C'est deux mondes, là. C'est tellement, tu as tellement raison, c'est tellement deux mondes. Un, c'est la musique, c'est la performance, puis l'autre, c'est les communications. Donc, j'ai décidé, quand j'ai terminé le conservatoire de musique, d'aller faire une majeure en communication. Et en communication, dans la deuxième année, on peut se spécialiser soit en publicité, soit en journalisme ou soit en relations publiques. Et moi, c'était évident, je voulais aller vers les relations publiques, même si je ne savais pas trop c'était quoi, mais j'aime les relations. Parce que justement, toi, tu performais, mais tu te bookais aussi des concerts et des spectacles et tout, et tu as vraiment développé une facilité à faire ça. Ben oui, même avant de faire le cours, j'étais capable de me mettre à la place de la personne qui voulait me recevoir en spectacle. Et là, je lui demandais, mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Tu sais, c'est la guitare classique, je peux vous jouer des pièces. Et là, j'ai créé ce qu'on appelle les concerts salons de Madame de Lalande. Oh! Avec la robe du 19e siècle et tout. Wow! Donc, je faisais un spectacle plus que juste jouer des pièces, plus que juste jouer un concert. Et j'ai réalisé à quel point ça répondait à une demande. Donc, le concept de public cible, quel public on veut rejoindre, ça, tu le sais, toi aussi, pour avoir étudié en communication, c'est la base de toutes les communications. On a l'émetteur qui émet le message, on a le message, puis on a le récepteur. Et moi, après avoir fait ces études-là, je suis devenue aussi animatrice radio sur la Côte-Nord. Ensuite de tout ça, j'ai eu des bébés. Je suis restée un petit peu à la maison pour rester avec mes bébés. On a fait beaucoup de musique et de théâtre. Et ensuite de ça, je suis retournée sur le marché du travail quand elles sont allées en maternelle. Et là, j'ai travaillé pour une maison de disques, de punk rocker. Wow. La petite classique, toi qui s'en est dans le milieu du punk rock. C'était très, très drôle. Mais là, tu te promènes beaucoup en faisant ce métier-là, là, pendant qu'il y a des enfants en même temps, ça devient pas facile. C'est ça. Donc, à un certain moment donné, il a fallu que je fasse un choix. J'avais ma petite Mélo qui m'avait dit « Maman, vas-tu être là pour mon anniversaire? » Puis j'ai dit
Et je vais faire tout le week-end d'anniversaire, mais lundi, je pourrais pas être là. Puis là, j'ai vu son petit cœur tout triste. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais partir mon agence. Je vais pouvoir gérer mon horaire. Parce qu'il y a 20 ans. Donc, là, de là est né de la communication qui, justement, cette année, fête ses 20 ans. C'est pas rien. Félicitations. C'est gros. Ben, merci, je le prends. Puis, sincèrement, là, je touche du bois. C'est incroyable à quel point tout s'est enchaîné constamment. Je me disais, je pars mon entreprise il y a 20 ans sans savoir c'était quoi être entrepreneur. Moi, j'avais un service à offrir, mais qui va le prendre, ce service-là? Encore une fois, le public qui pourrait, mais d'avoir travaillé dans une maison de disques, la radio et tout ça, a fait en sorte que on me connaissait déjà. J'ai eu cette chance où les gens ont pu venir me voir parce que je ne pouvais pas accepter ces mandats-là en étant à la maison de disques parce que j'avais une clause d'exclusivité là-bas. Donc parlons-en du métier d'attaché de presse. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'un artiste pour justement arriver à bien le promouvoir? C'est quoi ton travail? Mon travail, je pourrais dire qu'en 3-4 étapes, là, très précises, là, si je fais juste pas élaborer, mais juste un après l'autre. La première chose, c'est de voir qu'est-ce que l'artiste, l'écrivain, j'ai aussi dans le milieu de la finance, qu'est-ce qu'ils ont à donner comme information qui pourrait être intéressant pour les médias. Parce qu'on peut dire agent de presse, mais on peut aussi dire agent média. Relation avec la presse ou relation avec les médias. C'est ça qui est le cœur de tout. Donc, la personne m'appelle, a un livre, une maison d'édition m'appelle, des musiciens. J'aime beaucoup travailler avec les musiciens émergents. Ils ont quelque chose de spécial. Là. Je trouve ça bien fun. Et donc, là, il y a premièrement coup de cœur. Est-ce que cet artiste-là est sympathique? Premièrement, hein, quand on est à notre compte, on peut quand même choisir. Donc, est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est doué? Est-ce qu'il y a un petite infrastructure qui fait en sorte que si je travaille pour le faire connaître auprès des médias, de la télé, de l'audio, du web, peu importe, est-ce qu'il va être capable de se rendre à l'entrevue? Est-ce qu'il est autonome et tout ça? Fait que ça, c'est ma première décision. Après ça, je vais marcher dans le bois, je regarde tout ce qu'il m'a envoyé comme information. L'exploration. Et là, j'écris le communiqué de presse, l'inspiration. Et avec mes deux pigistes avec moi, j'ai un rédacteur, Stéphane, et j'ai ma graphiste, Isa. Fait que, ils sont absolument merveilleux. Et là, je vais trouver l'angle. Qu'est-ce qui est intéressant pour un journaliste ou pour l'autre journaliste, pour l'autre animateur? Et là, c'est là que je réfléchis. C'est ça le gros du travail, je te dirais. Comment présenter l'œuvre pour que ça soit intéressant pour toi, par exemple, qui le reçoit, dire « OK, j'ai le goût de le recevoir en entrevue, c'est intéressant. » Ça, c'est le gros du travail, je dirais. Ouais. Puis ensuite, ce qui arrive, c'est que là, je vais cibler les journalistes, les animateurs, les gens des médias qui pourraient être intéressés par ce sujet-là. Et là, je vous appelle. Je parle aux recherchistes, je parle aux directeurs, les adjoints, je parle à Sophie. Et là, je dis, je pense que ça pourrait être intéressant pour ton média. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'en tant qu'attaché de presse, il faut respecter les médias, les gens des médias. Il faut respecter le travail qu'ils ont fait. Et en ayant été animatrice radio, ah oui, j'ai travaillé pour le journal Voir là, au début. Donc, je sais tout le travail pour être dans le milieu des médias. Dominique, donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je te garderai avec moi encore tellement longtemps. Oui, mais juste te dire encore une fois, félicitations pour ton entreprise de la communication. Tu fais un travail vraiment remarquable et tu fais vraiment briller les artistes d'une manière exceptionnelle. Donc, continue, ne lâche pas. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et aujourd'hui, je vous parle de la série sur Amazon Prime qui s'intitule Young Sherlock ou en français Jeune Sherlock. C'est une série qui raconte le début de Sherlock Holmes. C'est sa première enquête et c'est vraiment bien avant toutes les histoires classiques qu'on connaît.
bien avant que le professeur Moriarty devienne l'ennemi juré de Sherlock Holmes, parce que dans cette série-là, eh bien, Sherlock Holmes et Moriarty, bien, c'est des amis. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est une série, bon, elle est sortie tout en même temps. Les 8 épisodes qui durent entre 45 et 55 minutes, ils ont tous sorti en même temps le 4 mars. Et encore une fois, ça, le fait de tout sortir d'un seul coup, une série, ça a ses bons côtés. Moi, personnellement, j'adore ça parce que j'aime pas ça attendre chaque semaine pour regarder un épisode. Quand c'est tout d'un seul coup, je trouve ça parfait. Mais pour d'Amazon ou Netflix, ce qui est moins bon là-dedans, c'est qu'on en parle trop brièvement de ces séries-là. Sherlock Holmes, ça fait le buzz en ce moment, mais peut-être lorsque cette chronique-ci va sortir, eh bien, on n'en parlera plus. Ça va faire le buzz trop court comparé à sortir un épisode par semaine. Et quand même, Sherlock Holmes, la série au complet, on parle d'un budget de 200 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup, disons. Et on l'a dit beaucoup, bon, dans la promotion, là, c'est une série, bon, le nom de Guy Ritchie est associé à ça. Guy Ritchie, le réalisateur qui a réalisé, bon, les deux Sherlock Holmes, un en 2009, un en 2011 avec Robert Downey Jr. Et dans ce cas-ci, Guy Ritchie, eh bien, il a aidé à adapter cette histoire-là parce que ce n'est pas une idée originale de Guy Ritchie, ce scénario-là. C'est basé sur une série de romans jeunesse. Et Guy Ritchie, lui, bon, on le dit aussi beaucoup comme réalisateur de la série, mais il a seulement réalisé les 2 premiers épisodes et non les 8. Et la raison derrière ça, c'est pas rare qu'un grand réalisateur va réaliser les quelques premiers épisodes d'une série, c'est pour donner le ton. Et moi, personnellement, je le remarque, regarde, soyez attentifs, vous allez voir des petits détails. Les 2 premiers épisodes, c'est lui à la réalisation, ça paraît, il a son style, son look. Et toutes les autres après, moi, j'ai remarqué qu'on essaie d'imiter. Ça marche pas tout à fait bien des fois, mais on essaie vraiment d'imiter. Malgré que je dis que ça marche pas tout à fait bien, la saison, visuellement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Et au niveau des acteurs, le casting est excellent. Hero Fitzstephen, qui interprète Sherlock Holmes, est excellent dans son rôle. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le neveu de Joseph Fiennes qui interprète le père de Sherlock Holmes dans cette série-ci. Et Donald Finn, qui interprète James Moriarty, excellent, excellent également. Et malgré que le casting est excellent, visuellement, magnifique, rien à dire. J'ai été un peu déçu par cette série-là parce que je m'attendais à trop. Je m'attendais à beaucoup trop parce que quand j'ai vu associer le nom de Guy Ritchie avec Sherlock Holmes, je me suis dit, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu dans le passé, aux 2 autres Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et bon, non, ce n'était pas le cas. Donc, mes attentes étaient peut-être un petit peu trop hautes. Veux pas, c'est basé sur une série de romans jeunesse. Mais quand même, c'est une bonne série, je le conseille. Et une des raisons pourquoi est-ce que cette série-là est faite, c'est amener Sherlock Holmes à un plus jeune public. Et oui, tout ça, c'est une bonne idée, mais au niveau de la business, OK? On va parler de la business derrière Sherlock Holmes. C'est une très bonne idée de faire découvrir ça aux jeunes parce que, 2 raisons. Sherlock Holmes, c'est un personnage connu, donc déjà là, quand on parle d'un personnage connu, moins de risques d'échec commercial, c'est plus facile à vendre aux gens. Regardez les nouveaux Sherlock Holmes, mais également, il faut comprendre que Sherlock Holmes, c'est dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur Sherlock Holmes. Chaque pays a des lois différentes par rapport à ça, mais en général, c'est souvent 70 ans après la mort de l'auteur ou 95 ans après la publication des dernières œuvres que quelque chose peut rentrer dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à la maison, n'importe qui peut l'utiliser. Et veut pas, si on prend, mettons, les Spider-Man de ce monde, on veut réaliser un film sur Spider-Man, les droits d'auteur et tout ça, ça coûte une fortune. Mais dans ce cas-ci, bon, Sherlock Holmes, tout est dans le domaine public depuis 2023. Mais bon, les derniers détails, mais si on prend Sherlock Holmes, le professeur Moriarty et même tous les premiers
livres de Sherlock Holmes qui ont été publiés. Tout ça, c'est dans le domaine public. Donc, ça veut dire que vous pouvez, à la maison, vous pouvez prendre le personnage de Sherlock Holmes et le faire un film avec lui. Et si vous voulez, remplacer le professeur Moriarty par, Winnie l'ourson. Oui, ça se peut parce que Winnie l'ourson aussi est dans le domaine public depuis 2022. Mais il faut faire attention. Le personnage original et non les nouvelles versions et non les derniers films et tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon cinéma. Mon prochain invité, il est auteur, compositeur, interprète Louis Solem. Bonjour Louis. Bonjour. Donc, je le disais d'emblée en entrée de jeu, tu es auteur, compositeur, interprète. Puis j'aimerais ça qu'on parle, on va t'entendre tantôt en performance de ton single, de ton Avant de revirer de bord. Il y a vraiment une histoire bien particulière rattachée à cette chanson-là, d'un road trip de 3 mois aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, en 2023, j'ai vécu une peine d'amour assez difficile. Et pour m'en remettre, j'ai décidé de partir à l'aventure. Oui. Puis en fait, c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps parce que je m'intéresse beaucoup aux musiques traditionnelles. Ouais. Je suis violoncelliste aussi professionnel. Et je m'intéresse aux musiques traditionnelles québécoises, irlandaises, américaines, tout ça. Parce que, disons-le, ton style, c'est plutôt du country folk. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été ça. Ça n'a pas toujours été ça. Moi, j'ai grandi dans la musique classique. Mes 2 parents sont professionnels de musique classique. Puis le folk est arrivé plus tard. Puis ce voyage-là, c'était vraiment dans l'idée d'aller à la découverte des musiques traditionnelles des États-Unis. Donc, tu t'es inspiré de ça, là, mais moi, je suis très curieuse. Ouais. Et spécialement, là, qu'est-ce qui a été comme l'événement marqueur qui a fait que la chanson s'est écrite? Cette chanson-là, en fait, je l'ai écrite quand j'étais à Nashville. Okay. J'étais sur Music Row, la rue où il y a tous les bureaux des maisons de disques et tout ça. Puis là, j'étais dans ma voiture où je dormais dans ma voiture. Et puis là, j'ai sorti ma guitare, puis je me suis dit c'est une bonne place pour composer une tune country folk que j'avais jamais écrit avant dans ce style-là. Okay. Mais là, j'étais dans l'épicentre du country américain. Donc là, l'inspiration est venue inévitablement. Mais je me suis dit c'est la place pour écrire ça. Voilà. Tantôt, on va avoir la chance de t'entendre, tu vas l'interpréter. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me dises, tu es aussi musicien accompagnateur. Oui, c'est ça. De qui exactement? Oui, bien c'est ça. En fait, moi je suis violoncelliste, je suis bassiste pour des groupes. En ce moment, j'accompagne souvent Erika Hagen, qui est une jeune artiste de Québec. C'est ça, donc la basse quand même rock. Oui. Puis j'accompagne aussi au violoncelle plusieurs autres compositeurs. J'ai mon copain Jean Do, j'ai mon copain Birdie Veilleux aussi que j'accompagne. Et je fais aussi des conceptions sonores pour des spectacles de danse. Donc ça va un peu dans plein d'horizons. Et donc tu me disais tantôt, c'est la première fois que justement que tu as commencé à composer à Nashville. Et est-ce que par la suite, il y a d'autres compositions qui t'ont inspiré? Bien, en fait, Nashville, c'était la première fois que je composais dans le style country folk. Okay. Mais en 2021, j'ai sorti un premier EP. Mon projet à l'époque s'appelait Beluga et là, j'ai transitionné pour reprendre mon nom finalement. Oui. Avec plus un style, donc là, c'est plus dans un style country folk qu'on va te découvrir. Mais c'est ça en fait. Cet extrait radio, c'est une première chanson d'un album qui sortira à l'automne prochain. Donc, de toutes tes compositions? De 9 titres. OK. Et ça va un peu dans plusieurs sens, mais le folk americana reste toujours présent dans les chansons. Je dirais qu'avant de revirer basse, c'est la plus typée dans le style country folk. Après... j'ai une chanson plus Richard Séguin, un peu, une autre chanson plus douce, guitare acoustique seule, bref, ça. Et étant donné que cette première extrait-là venait justement d'un voyage, est-ce que
toutes les autres chansons vont venir aussi de tes... on pourra découvrir ton parcours de vie à travers tes chansons. Oui, bien en fait, l'album qui vient, c'est un peu les étapes d'un deuil. De remise d'une relation amoureuse. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un peu toutes les étapes du deuil auxquelles je suis passé qui sont interprétées dans ces chansons. Donc, très libérateur. Oui. Ouais. Bien, un gros merci. On va te souhaiter bonne chance dans le déploiement de ton album qui va s'en venir à l'automne. On va sûrement se revoir. On va te réinviter pour ça. Génial. Je vais te laisser t'installer pour la chanson. Alors, on va entendre avant de revirer de bord. Merci beaucoup, Louis. C'était vraiment pas un luxe de partir d'ici. Ton nom, la couleur de tes yeux m'ont suivi jusqu'au Tennessee. J'avais fait le tour des questions. J'ai mis ma guitare dans l'auto pour aller me perdre ailleurs. Sur la route jusqu'au Texas, il n'y a pas de repos. Des trucks stop et des remords, puis verse-moi une autre shot de fort. J'étais peu faite pour toi. Y'avait pas de soleil sous notre toit, au creux de nos mains froides. Y'a rien qui poussait. Si c'est ça le bonheur, j'en veux plus. Je veux trouver ailleurs. Sur la route jusqu'au Texas, il n'y a pas de repos. Des trucks stop et des remords, puis verse-moi une autre shot de fort. Quitter ma vie pour un bout, c'est pas un remède. Mais j'ai rien trouvé de mieux pour faire baisser la fièvre. On va finir par se croiser, mais j'ai même pas le courage de t'appeler, parce que j'arrête pas de t'aimer. Sur la route jusqu'au Texas, il n'y a pas de repos. Des trucks stop et des remords, faut que je m'en remette. Sur la route jusqu'au Texas, il n'y a pas de repos. Des trucks stop et des remords, faut que je m'en remette. Faut que je m'en remette. Faut que je m'en remette. Faut que je m'en remette avant de revirer de bord. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. J'espère que le contenu vous a plu. Pour tout le rattrapage de nos émissions, on vous invite à aller sur notre site Internet à tvrl.ca. Un gros merci à toute l'équipe, nos caméramans Yannick, Daniel et Clotaire, à la réalisation Alain, ainsi qu'à la coordination et à la recherche Sophie. Encore une fois, merci. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Soyez prudents et à la prochaine.